Je suis donc avec Lionel, gérant de la boutique Japan's Doors. Bonjour Lionel. Bonjour. Quel est finalement le principe de Japan's Doors? Le principe, c'est représenter la pop culture japonaise dans son ensemble. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui vous apporte, ou plutôt qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui m'amène au festival, tu veux dire? La passion. Bon, déjà, c'est pas mal. Et puis, rencontrer les gens, discuter avec eux et partager un petit peu tout ça, leur faire découvrir des choses. Quelles sont vos dernières actualités actuellement? Dernière actualité, on a lancé une maison d'édition avec JRPG, bouquin sur le jeu vidéo. Et puis pour le reste, on est en train de continuer à développer la boutique sur un côté aussi années 80, sur la présentation de choses comme les cellulos, donc les anciennes techniques d'animation, et toujours essayer de développer un petit peu, piquer la curiosité de nos clients. Voilà. Merci beaucoup, bon courage. Je suis donc avec Reinhardt qui va se présenter et nous parler un peu de son travail. Bonjour. Bonjour. Donc je suis un artiste français qui bosse pas mal du côté du Japon. Donc j'y vais chaque année. Et en fait je démarche avec les éditeurs japonais pour me faire éditer au Japon en tant qu'auteur de manga. Donc je propose des one-shots, des histoires courtes en un seul chapitre. Donc que je propose là pendant le salon. Ce sont des one-shots que j'ai travaillé avec les éditeurs. Donc à chaque fois, et c'est dans les démarches pour me faire éditer sur un peu plus tard. Vous avez d'ici différentes œuvres. Quelle est votre œuvre principale finalement? J'ai plusieurs histoires différentes. Donc à chaque fois, ce sont des histoires courtes et vraiment des histoires très différentes à chaque fois. Mais si on peut donner un axe, j'aime bien travailler un peu sur des voyages dans le temps et des mondes parallèles. Qu'est-ce qui vous a incité à débuter dans le dessin et à devenir dessinateur? Au début, quand j'étais petit, on va dire les mangas, les animés. Je regardais Dragon Ball et tout ça. À la base, je voulais travailler dans l'animation. On va dire que c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus laborieux, beaucoup de dessins calqués, tout ça. Mais le manga, on va dire, ça a pris beaucoup le dessus. Avez-vous de futurs projets qui pourraient se concrétiser prochainement? Je prépare une série que je compte sortir en ligne, que les gens pourront lire sur Internet via des sites de crowdfunding. Donc une série régulière avec un chapitre tous les mois. Très bien, merci beaucoup en tout cas et bonne continuation pour le festival. Merci beaucoup. Je suis toujours à Animasia en compagnie du Dr Lacave à propos du guide complet sur Zelda A Link to the Past. Bonjour monsieur Dr Lacave. Bonjour. Alors tout d'abord, racontez-nous un petit peu comment s'est déroulée la création de ce projet guide complet sur Zelda A Link to the Past. Alors, il y a quelques temps, on avait fait déjà un projet de guide complet qui devait être un hors-série de Rétro vers le futur magazine sur Super Mario World. Donc on avait attaqué Super Mario World, on avait fait une campagne de financement via Ulule qui s'était très bien déroulée, pépère, tranquille, on a fait notre petit livre de notre côté et ça a bien marché. Donc on s'est dit, on va refaire un guide. Après Mario sur Super Nintendo, qu'est-ce qu'on peut faire à Zelda 3? Donc on se dit, on va refaire comme notre petite habitude, une petite campagne de financement Ulule. Et là, c'est parti, comme ça, super haut. En 6 heures, les objectifs sont atteints et on a fini à peu près à 400% des objectifs. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, dans quelle étagère. Et donc, il y a eu un gros stress à ce niveau-là. Mais sinon, l'envie, c'était vraiment de faire la continuité de ce qu'on avait fait sur Super Mario World. Alors, il faut aussi dire que c'est un guide et une encyclopédie sur Zelda A Link to the Past et tout ce qu'il y a autour du jeu finalement. Voilà, alors on appelle ça un guide complet. Mais effectivement, moi j'aime bien dire que c'est bien plus qu'une soluce parce qu'on va trouver l'aspect soluce, mais avant tout, moi j'aime bien quand on revient sur un phénomène, là il y a les jeux, les suites notamment, les suites spirituelles, on a aussi les secrets. Par exemple, tout le monde ne sait pas qu'en mettant de la poudre de magie sur les petites boules avec une tête de mort, ça se transforme en fée. Plein de petits secrets, en fait le jeu est ponctué de plein de petits secrets comme ça. Et on essaye vraiment de faire la différence et de guide complet, donc essayer d'être le plus exhaustif possible, même si c'est très dur, sur ce jeu. Alors effectivement, il y a les vieux briscards, tu dis moi Zelda 3, je l'ai fini 1000 fois, je sais ce qu'il y a. Maintenant, même moi en faisant le guide, alors c'est un jeu que j'ai quand même pratiqué plusieurs fois, en faisant le guide, j'ai appris des choses. Je me suis dit mais ça t'es dedans pendant 20 ans et je le savais même pas quoi. Et donc voilà, donc c'est vraiment, on essaye de revenir sur tous les aspects. On parle de toutes les versions du jeu. Toutes les différentes sorties, les différences qu'il y a aussi entre les versions, les suites spirituelles comme Unset Stone Tablet ou
le dernier Between Worlds par exemple. Alors, le projet a été couronné de succès finalement. Est-ce qu'il y aurait un nouveau guide complet sur un autre personnage de jeu vidéo, un autre jeu qui sait Alors oui, ça voilà, c'est forcément, puisqu'on a envie de se lancer dans une collection. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est parce que moi je suis quelqu'un qui est très changeant. C'est-à-dire que je veux faire quelque chose, puis je change d'avis, puis je le fais au final, etc. Donc c'est un peu pénible et ça peut faire des déceptions, etc. Donc j'ai tendance à ne jamais dire le prochain parce que je ne sais pas moi-même en fait. Je sais là où je veux aller, j'ai des pistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de monde nous demande Super Metroid. Donc on sera forcé de le faire à un moment donné. Et là, on a promis aux gens, suite au succès de la campagne Ulule, de faire Link's Awakening. Donc ça, on le fera l'année prochaine, c'est sûr, c'est acté. Ça, je peux le dire, mais ça ne sera pas le prochain. On va essayer de faire d'autres choses entre-temps. Déjà, on doit faire le numéro 7 de Retour vers le futur magazine. Il y a des petites surprises qui vont être annoncées dans peu de temps. Et voilà, après, je préfère pas donner de nom ni de jeu parce que j'ai peur de changer. Voilà, Alors, Super Mario World, Zelda A Link to the Past, Super Metroid ou d'autres jeux Nintendo, à quand un jeu Sega finalement? Justement, ça c'est assez amusant, mais si on réfléchit bien, à part les grands RPG illustres de Sega, il y a très peu de jeux qui nécessitent un guide complet en fait. Mis à part Soleil. Même il y a Soleil, il y a Phantasy Star, Landstalker, comment il s'appelle, Light Crusader, c'est des jeux qui sont là mais qui n'ont pas cette force en fait. C'est-à-dire que si on prend Sonic c'est bien mais on fonce. On a 2-3 chemins différents, mais Mario c'est de l'exploration. Yoshi's Island par exemple c'est de l'exploration aussi. Zelda ça reste de l'exploration. Donc là on peut exploiter le côté guide complet. Si on voulait faire du Sonic par exemple, il faudrait certainement faire Sonic 1, 2 et 3. Et ça n'aurait que très peu d'intérêt. Si ce n'est l'aspect encyclopédique par contre, sur les ennemis, sur les choses comme ça. Mais sur le jeu en lui-même, ça ne présenterait que très peu d'intérêt. Très bien. Alors voilà, moi ce que je tiens à annoncer c'est que le guide complet il est bien, mais il nous en reste déjà très peu. Ça part très très vite et c'est bientôt les fêtes. Donc si vous le voulez avant les fêtes, dépêchez-vous. Retro-mac.com, je fais ma petite promo. Sachant qu'en plus il y a des petits malins qui s'amusent à les acheter pour les revendre encore plus cher sur eBay. Ça c'était sur les collectors, donc c'est vrai que ça c'est un peu les collectors, on réfléchira avant d'en refaire parce que là c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, ça part très 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 vite. Voilà, on aurait peut-être dû en faire beaucoup plus. Mais bon, après on peut pas... voilà. Alors je vais quand même être un peu objectif, j'ai quand même participé à la campagne Ulule et je veux dire je ne regrette absolument pas. Un peu comme pour nous, j'ai aussi participé à leur campagne et je regrette vraiment pas. Je veux dire, j'ai l'impression que je sais où je mets mon argent à chaque fois et je suis jamais déçu. Donc un grand merci à vous du coup. Merci à toi de soutenir et j'espère que tu nous suivras et que tu partageras les prochains projets. De toute façon on passera par Ulule forcément. C'est voilà, on a nos 5e projets réussis donc ça commence à avoir un peu de bouteille. Et c'est des gens très sympathiques. Voilà. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et bonne continuation. Et on y va, on y retourne. Voilà. Merci. Je suis avec Charlène Verrier qui a également travaillé et participé avec le Dr Lacave sur la réalisation du livre guide sur Zelda A Link to the Past. Charlène, du coup, raconte-nous comment s'est passée la production de ce livre finalement. J'ai été mise en contact avec Dr Lacave suite au premier livre auquel j'ai participé, JRPG, la genre du jeu vidéo, avec Lionel Didier. Ensuite, tout simplement, c'est une personne qui aime beaucoup mon travail, donc il a dit bon écoute, j'ai une personne pour toi qui a besoin, qui s'y connaît un petit peu en graphisme, et donc voilà quoi, j'étais en contact avec Lacave par rapport au réseau professionnel. La production a quand même duré plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de difficultés lors de la création du livre ? Ça serait mentir s'il n'y aurait pas de difficultés, il y en a toujours et quel que soit le problème. Après, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, donc on est tous contents. Dr Lacave a un petit peu sous-entendu qu'il pourrait y avoir de futurs projets livres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou est-ce que tu as encore un droit de regard? Et d'ailleurs, feras-tu partie de ce casting de création de ces prochains livres? C'est secret. Zut, mince. Bon, merci beaucoup. De rien. Je suis sur le stand de l'ESMI, l'école supérieure des métiers de l'image, qui du coup vont revenir avec nous sur ce qu'ils proposent au sein de leur établissement. Bonjour. Bonjour. Du coup, donc, que propose l'ESMI au sein de votre établissement? Alors l'ESMI, c'est l'école des métiers, les métiers de l'image, donc comme son nom l'indique. C'est 3 axes. Un axe traditionnel, illustration, concept art. Concept art qui est utilisé pour le jeu vidéo notamment, mais pour le film d'animation,
mais pour le film traditionnel, d'accord. Le deuxième axe, on va dire qu'il est audiovisuel, là c'est vraiment l'audiovisuel, le montage traditionnel. Et le troisième axe est plus numérique, donc l'infographie traditionnelle, PAO, le web, mais aussi le numérique pour la 3D. Et la 3D, on développe le jeu vidéo et le film d'animation. Alors les formations commencent à partir de quand? Bac plus 2? Alors, on rentre dans l'école après un bac. On peut rentrer après directement dans une des filières si on a fait un bac STD2A, parce que ça change, voilà, c'est STD2A, c'est-à-dire art appliqué. Donc là, on peut essayer de rentrer dans une filière directement. Cependant, si on a fait un bac un peu plus généraliste, on va pouvoir passer par une prépa qui va remettre un niveau sur le graphisme notamment, pour ensuite aller dans les filières désirées, 3D, illustration, etc. Les formations durent environ combien de temps? En général, donc, sans compter la prépa, qui est 1 an de mise à niveau, qui est très intense, en général, nos formations sont entre 2 et 3 ans. Très bien. Et du coup, je suppose qu'il y a également des périodes de stage afin de pouvoir perfectionner les différents stagiaires. Effectivement, il y a des périodes de stage. En général, il y a une période de stage dans les premières années. C'est un petit peu la rencontre avec le milieu professionnel, à comprendre l'attente, la rigueur, etc. Donc ça veut dire que ce ne sont pas forcément là où on va faire on va avoir les postes les plus intéressants. Hein. Par exemple pour la 3D, les premières années, ils ne rentrent pas dans une boîte de jeu en première année parce que les boîtes de jeu, elles veulent des gens quand même un peu compétents. Donc ça veut dire découvrir l'environnement professionnel, qu'est-ce qu'on attend d'un professionnel, la rigueur, etc. Et effectivement, en fin de cursus, très souvent, il y a aussi un stage qui permet à ce moment-là de se mettre à l'épreuve dans du concret, soit en entreprise, donc pour le jeu vidéo. Moi, j'en ai plusieurs qui sont partis sur du jeu vidéo notamment, et qui, un stage se transforme souvent quand l'étudiant fait l'affaire, ça peut se transformer en embauche ou en développement un peu plus profond. Très bien. Merci beaucoup. Un grand plaisir, merci à vous. Une des spécialités quand même d'Animasia, ça reste quand même la nourriture locale. Et il se trouve que le chicken tatsu, qui est en fait un riz et du poulet avec une sauce au caramel, on peut dire quand même que, honnêtement, c'est un régal. Ça a un goût particulier, mais c'est pas mauvais. La sauce au caramel se prête plutôt bien comme accompagnement. Qu'est-ce qui t'amène finalement à Animasia? Bordeaux. On m'a tellement parlé en fait de cette ville qui est vraiment belle et tout, qui sont très fiers, et du coup j'ai pas eu le temps justement de faire la visite, mais au moins Animasia c'est cool. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours de dessinatrice? En fait j'ai appris toute seule à dessiner en regardant des vieux dessins animés en fait, genre Captain Sakura, les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, les Samouraïs de l'Éternel, bref. Et comme j'ai vu que les dessins m'inspiraient en fait, m'épanouissent, du coup j'ai décidé de faire vraiment des études là-bas, de la communication visuelle, du cinéma d'animation, voilà, de bac plus 2 quoi. Et là maintenant je suis plus ancrée sur l'illustration, voilà. On te voit régulièrement sur YouTube et notamment pour faire des illustrations de diverses vidéos. Est-il en projet que tu sortes un livre, une bande dessinée ou quelque chose en rapport avec tes dessins? Ça dépend du temps, hein. Ça me prend déjà du temps pour faire des illustrations d'aventure par exemple, ou quand Fred a besoin des illustrations pour les vidéos, pour le bazar en fait. Donc on y a réfléchi, mais je ne sais pas si on aura le temps de faire, ou vraiment ça va prendre du temps, ou ce sera vraiment plus tard. Du coup, ta future actualité, est-ce que tu as des news? Est-ce que tu as des futurs projets qui pourraient se lancer prochainement? J'ai un futur projet, mais je ne le révèle pas en fait, pour l'instant. Voilà. Pas de souci, merci beaucoup. Merci à vous. Quel est le principe de DSC Studio 22? Alors DSC Studio 22 est un studio de jeux vidéo indépendant, créé en 2011 et basé au Bouscat. Et depuis 2013, on travaille sur un jeu PC, Energy Heroes. Quel est le principe de ce jeu? On a pris en fait les principes de base du MOBA, donc League of Legends, Smite, etc. On a essayé d'enlever toute la frustration qui était liée à ces règles-là. Donc par exemple, tout ce qui était des teamfights, etc. Pour ce qui est des kills et des assists, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignaient des kill-steals, etc. Et on a intégré tout ça dans le principe du TPS. Donc c'est-à-dire le personnage est en troisième vue, en vue de troisième personne sur la gauche de l'écran,
et on voit comment il vise. Le viseur est au centre de l'écran. Du coup, ça crée des combats hyper dynamiques, des parties super intenses, et on s'affranchit complètement du fait de si le mec lance son sort, c'est fini, on est sûr de se le prendre. Là, on peut se mettre à cover, on peut esquiver les projectiles quand ils sont super lents, et dès qu'on voit un mec, on peut tirer dessus, même s'il est à l'autre bout de la map. Donc c'est plus un jeu basé sur la coopération que plutôt sur le solo, contrairement à League of Legends par exemple. Tout à fait. On a voulu vraiment mettre ça en avant sur ce jeu pour justement créer une cohésion de groupe et un teamplay beaucoup plus intense. Vous avez réalisé du coup Energy Heroes, ce n'est pas bien sûr votre premier jeu, vous avez d'autres jeux du coup qui sont en préparation, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus? Non, on travaille exclusivement sur Energy Heroes pour le moment. Quels sont vos jeux précédents du coup? On a fait par le passé des jeux mobiles, dont certains ont très bien marché, Odyssey, etc. Je ne vais pas en donner d'autres, parce que j'en vois pas d'autres, là pour l'instant. On a fait aussi un jeu en web browser qu'on a arrêté parce qu'il nous demandait beaucoup trop de temps de travail, et vu qu'on est passé exclusivement sur le jeu PC, on ne pouvait pas s'en occuper, qui s'appelle Olympus Stories, qui a bien marché lui aussi. Et c'est fort de toute cette expérience de 2 années de travail mobile qu'on a décidé de passer sur un truc un peu plus gros, le jeu PC. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Merci, pareillement. Tu as fait quand même un très long chemin parce que tu nous viens quand même de Finlande maintenant après ce long déménagement. C'est exact, ouais. Mais j'ai cumulé avec Paris Manga, donc j'ai quand même fait 2 conventions via mon voyage. Pas trop épuisé? Si. Donc tu es ici aussi pour faire un peu la promo de Art Corner, bien sûr. Est-ce que tu as de nouveaux projets qui sont en cours? Alors le but là de cette fin d'année va être de pérenniser le stream et le Hard Corner, tout en ayant relevé le défi de continuer depuis la Finlande. Donc là, la fin d'année va être calme mais régulière. Alphaman, le film est toujours en projet ou est-ce que ça a été abandonné? Alors ça n'a pas été abandonné, c'est juste que le déménagement en Finlande a fait que il a fallu repousser quand même pas mal de choses. C'est très compliqué d'organiser un gros tournage depuis un autre pays. Toujours avec ton frère dans le rôle d'Alphaman et Bob Lennon dans la voix d'Alphaman. Ça par contre, ça ne changera jamais. Très bien. Un petit mot sur le scénar de Alphaman ou Alors ce serait techniquement un épisode pilote d'une série qui aurait été annulée dans les années 90. Très bien. Merci beaucoup, bonne continuation. Bye. Je suis sur le stand de l'association Flat 226 qui vont du coup nous parler de ce qu'ils font ici à Animasia. Bonjour, donc en fait on est une association de création de jeux vidéo et donc on fait des formations, on fait de la mise en relation entre les entreprises, les écoles, entre les entreprises entre elles, entre les amateurs et des profs qui peuvent leur apporter des nouvelles compétences, où on permet aussi aux professionnels de devenir un petit peu polyvalents si jamais il y a des graphistes qui veulent apprendre à programmer, voilà. Et on organise aussi des game jams et bien sûr on participe à des événements comme Animasia. Voilà. Alors du coup, quelle est votre dernière actualité en date? Alors la dernière actualité, on va dire que là on s'est un petit peu battu pour présenter Arenac, qui est un jeu vidéo en réseau qui se joue 1 contre 1, qui est un FPS en arène, un fast FPS comme on appelle, un petit peu à la Quake 3, avec une composante MOBA, puisqu'on propose d'utiliser des pouvoirs contre l'adversaire. Comme on joue des robots, ça nous permet de hacker l'adversaire. On en propose 4 et le joueur n'en utilise qu'un seul, et ça tous les 5 points, puisqu'il y a des objectifs à atteindre, voilà, qu'on présente aujourd'hui sur le stand. Donc Arenac pour la programmation, on a utilisé donc, Unity déjà pour le moteur d'intégration, et on a utilisé Playmaker, qui est on va dire une interface qui permet de programmer le jeu sans avoir aucune compétence en programmation. Et ensuite, malgré tout, pour avoir un petit peu plus la main sur le jeu, sur la programmation réseau, j'ai scripté à la main toute la partie réseau avec le nouveau système de programmation réseau de Unity. Voilà. Et du coup, il y a donc un second jeu dont vous m'avez parlé, qui est donc... Voilà, alors ça c'est la légende des Chirignons qu'on a développé à l'occasion du WAC, le Web à Québec 2015 en mars dernier. C'était le Pixel Challenge qui était organisé à Québec, c'est 48 heures, on crée un jeu vidéo et ce jeu vidéo, voilà, on l'a développé avec une équipe de 5 personnes, dont Alix qui s'est occupé de l'intégration et de la programmation. On va pouvoir revenir avec toi du coup sur ce jeu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus pour nous dire son concept, son principe? Bien sûr, donc comme Yannick l'a dit, c'est un jeu qu'on a fait avec une équipe de 5 pour une game jam, donc en 48 heures. On était à Québec donc pour participer au Pixel Challenge. Et donc en fait, pour ce jeu, on a utilisé Unity,
qui est une plateforme qui permet de développer des jeux vidéo assez facilement et surtout de permettre à plusieurs développeurs qui ont des compétences différentes, ça peut être la programmation, le graphisme, la modélisation 3D ou l'animation, de collaborer en fait autour de la même plateforme. Et donc par exemple le graphiste va pouvoir importer ses images, le programmeur va pouvoir programmer des scripts, tout ça on va le mettre ensemble dans Unity et on va pouvoir du coup exporter un jeu pour le faire jouer et tester aux joueurs après. Merci beaucoup à vous deux. Mais merci beaucoup, c'est très sympa de vous être arrêté sur notre stand. C'est normal, en même temps. On a eu la curiosité de voir le jeu et du coup, on va pouvoir le montrer à quelques images, donc c'est normal. Merci à vous. Avec plaisir, merci. Avec Gaïa des Noobs qui va nous parler de sa présence à Animasia et de la présence du groupe Noob à Animasia. Bonjour. Bonjour. Alors, raconte-nous du coup comment Noob a été créé finalement. Carrément, tu veux l'origine de Noob? Parce que là concrètement, ça remonte. On a fini donc le premier film de la trilogie qui correspond en fait à la saison 6 de Noob. Donc ça fait un petit moment en fait, je dirais même que ça a quasiment 7 ans Noob. Et Noob à la base en plus c'est on va dire une web série qui en plus à la base était inspirée d'une web série qui s'appelait Lost Level. Donc autant te dire que ça fait un petit moment qu'on bosse le sujet des MMORPG. Donc oui, le thème c'est celui des MMORPG et on suit donc les aventures de la fameuse guilde Noob qui est une guilde de bras cassés. Voilà. Alors, faut dire aussi récemment qu'il y a eu un crowdfunding pour financer à la base un film. Ça s'est transformé en un financement de 3 films, qui a été un succès monumental, on peut dire, qui a été plus gros crowdfunding d'Europe, je crois. Donc, d'ailleurs, on est toujours record européen du crowdfunding. C'est trop cool. Pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Alors, ayant vu le premier film justement en avant-première à Angoulême il y a quelques mois de ça, le second film a été terminé, le tournage est terminé je crois, et le tournage du troisième film est actuellement... Et en cours. On a quasiment, on a 40% du film 3 qui est en boîte, donc il nous reste encore pas mal de choses à faire, mais ça avance. Vis-à-vis de Warp Zone Project, est-ce que c'est aussi en cours? Est-ce qu'il y aura une possible suite, une saison 2? Parce que... Alors c'est prévu également, c'est une licence donc on a fait en parallèle de Noob qui s'appelle donc Warp Zone Project. Actuellement on a fait qu'une seule saison et le fait est que le public a bien accroché sur cette licence également. Donc on a prévu d'en faire une saison 2. Après le crowdfunding évidemment, puisque quand on s'est engagé, quand on a fait le crowdfunding, on ne s'attendait pas à un tel succès et donc on ne pensait pas faire une trilogie, on ne pensait pas que ça nous prendrait autant de temps aussi. Donc c'est devenu notre priorité et on a été obligé de mettre un petit peu de côté Warp Zone justement. Donc dès qu'on aura terminé le troisième film, et ben dans ce cas on passera sur Warp Zone la suite. Il y a également Neogicia, je crois, qui fait partie du background d'Olydri. Là aussi, est-ce que ça va être en tournage prochainement pour, pareil, des web-séries pour YouTube? Ou est-ce que ce sera uniquement pour un support papier ou un support autre peut-être? Alors Neogicia en effet c'est vraiment un spin-off de Noob, on est vraiment dans l'univers de Noob, d'Olydri, sauf que cette fois-ci on est du côté des PNJ en fait. C'est le côté background surtout qui va être développé et on est toujours dans cette logique transmédia et donc ça existe en roman, le roman 1, le roman 2 est prévu d'ici quelques mois, d'ici mars 2016 je pense, donc toujours écrit par Fabien et édité chez Olydri Éditions. Et en parallèle de ça, on a la bande dessinée Neogicia avec Philippe Cardona et Florence Torta qui sont les auteurs en fait de la bande dessinée Noob qui nous suivent sur le projet Neogicia. Donc on va dire que ça va être la première fois qu'on aura un visuel en fait de Neogicia. Mais c'est pas pour autant qu'on abandonne, même si ça va être difficile de montrer Centralis, la technologie, c'est pas pour autant qu'on abandonne notre rêve de pouvoir le montrer à l'image. Mais bon, pour le moment, c'est encore un peu trop ambitieux par rapport à nos moyens. Mais c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et on aimerait bien pouvoir au moins peut-être faire, je sais pas, une espèce d'OAV, quelque chose, au moins pour pouvoir tenter un petit peu de notre côté. Mais on aimerait bien vraiment pouvoir, on essaie de voir les choses en grand quoi, avec ce projet. Le monde d'Olydri est basé justement sur le monde du jeu vidéo, donc les MMORPG, les mondes persistants. Est-ce qu'un jour il y aurait une possible chance de voir les mondes d'Olydri en vrai jeu vidéo? Ah ça, on nous le demande depuis le début, évidemment, traiter des MMORPG, le rêve ce serait de pouvoir en avoir un, mais c'est ce qui coûte le plus cher en fait à produire, ce qui prend le plus de temps. On avait une Olydri développement, une bande de bénévoles en fait qui
fan de Noob s'est essayé en fait à différents petits jeux, mais on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué et peut-être pas forcément dans nos moyens actuellement. Donc il y a des petits jeux qui sont sortis, des petits casuals, mais rien qui ressemble à un MMORPG. C'est trop grand pour nous actuellement. Évidemment, ça fait partie aussi de nos rêves, mais bon. Finalement, peut-être qu'un simple Z-alike ou peut-être une sorte de Elder Scroll version Olydri, peut-être, ce serait peut-être amoindri, on va dire, mais avec des ambitions peut-être moindres, mais pour montrer une partie d'une autre partie de Olydri justement en jeu vidéo qui n'a pas peut-être été montrée déjà dans des supports cross-média actuels. Mais là, dans ce cas, il faudra vraiment qu'on se rapproche d'une vraie boîte qui fait des jeux vidéo et on ne pourra pas faire ça rien qu'avec nos bénévoles, ce ne sera pas possible. Ça prend tellement de temps en fait à faire que les gens qui font ça sur leur temps libre, en plus de leur boulot à côté, c'est infaisable, quoi. Donc le jour où vraiment peut-être un studio viendra nous voir en nous disant on aimerait bien pouvoir faire Noob en jeu vidéo, on est prêt à vous aider là-dessus et voir un peu aussi nous de notre côté dans quelle mesure on peut les aider. Dans ce cas oui, mais là actuellement c'est pas à l'ordre du jour. Et pour finir, justement, il me semble que tu fais également le blog de Gaïa aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors le blog de Gaïa, c'est toujours pareil, dans cette logique transmédia, on se fait un petit peu des dérivés et là l'idée du blog de Gaïa, c'est de montrer un peu les noobs IRL, leur vie. Alors on connaissait un peu les petites vidéos du blog de Gaïa, c'est un petit peu l'activité de youtubeuse de Gaïa IRL. Et le blog de Gaïa va aussi voir le jour en version bande dessinée, avec également Philippe Cardona et Florence Torta à la couleur. Et ça devrait être pour, je pense, 2016, mais plutôt fin 2016. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Et bonne fin de festival. Merci. Et de rien.